Et puis d'arriver quand même, qui ne pouvait plus passer dans un projecteur, d'arriver quand même à les mettre en tireuse, c'est-à-dire en faire des tirages. Et ainsi, il a donc constitué son laboratoire autour de la restauration de l'ancien, comme ça s'appelait d'ailleurs dans les revues professionnelles. Et il a pris une certaine réputation. Et alors il a constitué une petite entreprise, ils étaient jusqu'à 7 ou 8, c'était assez familial. Il a repris la propriété de son père, qui est une ancienne huilerie, et il a donc inventé un laboratoire. Et ce laboratoire recevait donc des films anciens, et chaque fois que nous y allions, ou que j'y allais, il y avait l'occasion de voir un petit bout, ou des fois tout un film ancien, sans le son, des films muets. Et alors, il y avait donc comment dire, une atmosphère. Cette atmosphère, d'ailleurs, elle s'est agrandie à partir du moment où, moi, ayant fait un film 16 mm, je le lui ai apporté humblement, et puis pour lui proposer de le regarder. Et il a trouvé que c'était du bon travail. Il m'a fait beaucoup de critiques, en particulier sur la photographie, et il m'a dit, on va faire quelque chose ensemble. D'abord, un film, ça se tourne, mais il faut faire comme les professionnels. En votre 16 mm, la caméra n'est pas assez fixe, alors il me l'a réparé. D'ailleurs, c'est celle qui est sur l'étagère, là, et cette caméra, bon, c'est une semi-professionnelle, mais M. Boyer, l'ayant réglée, elle a une qualité d'image remarquable. Il m'a fait choisir des optiques, enfin, il m'a appris beaucoup de choses aussi. Hein. Et tous les jours, nous allions au laboratoire et nous apportions la pellicule impressionnée sur le terrain. Et cette pellicule était développée dans la nuit. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui allait le matin pour surveiller la machine, hein, quelqu'un de l'équipe, et qui allait voir si tout allait bien, si ça ne cassait pas, parce que sinon il aurait avisé M. Boyer qui a arrivé en courant. Bon. Alors après, il prenait le film, le négatif, il le mettait en tirage, il le développait, et le soir, nous avions notre copie de travail, quand on revenait du terrain, alors on apportait la pellicule impressionnée ce jour-là, et on voyait les rushs de la veille. Et ainsi, on pouvait recommencer si un plan était manqué ou mauvais. Merde, rien sur la pélo. Alors le rêve tourne au cauchemar. Et alors, chaque fois que l'on commençait un tournage, Jean-Paul Boyer nous demandait de faire tous les essais réglementaires que font tous les cinéastes professionnels les plus nantis, les essais de fixité de caméra, les essais de matériel, les essais d'éclairage, de façon à atteindre une technicité maximum. Et la règle qu'il nous avait imposée, c'était que le film soit gonflable en 35. Oh, champagne! Ah oui, mais ça c'est le champagne du premier tour de manivelle. Merci. Ça aussi, c'est encore une pratique que M. Boyer nous faisait et nous donnait régulièrement. C'est-à-dire que chaque tournage a commencé en buvant une bouteille de champagne qu'il offrait gentiment, tout de même. Il ne viendra pas, hein. Bon, tant pis, on boit sans lui. Hein. C'est-à-dire à l'amitié et au film. Au film, ça réussit. Alors, l'enjeu, c'était essayer de faire rire à partir d'un problème grave. Dans le fond, tout le cinéma burlesque, je crois, tente de faire rire et réussit à faire rire sur des problèmes graves. Alors moi, là, j'ai pris un problème qui actuellement est encore un problème permanent, je crois, et qui n'est pas prêt d'être résolu, c'est le chômage. Voilà, ça te fait rire. Donc on peut peut-être rire à propos du chômage. Sûrement. Oui, alors, et ces films de Micon, j'appelle ça des films souriants. C'est un cinéma qui est un cinéma burlesque, donc qui doit faire rire. D'ailleurs, on a fait des tests, pas comme font les Américains, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que dans mon centre culturel, j'ai introduit Micon plusieurs fois, enfin à plusieurs reprises, hein. Surtout d'ailleurs, Micon fait du cinéma, je l'ai introduit entre deux charlots pendant ces fameuses séances maintenant faites par les caisses des écoles et autres. Et effectivement, d'ailleurs les gamins ou les gamines disaient, j'ai entendu hein, à la sortie, d'abord ils ont bien rigolé, et puis ils disaient, ben on vient de voir un Micon, comme on dit, on vient de voir un charlot. Donc, comme tu diras, j'ai vu un Buster Keaton. Hein. Alors ça me fait plaisir ça, je crois que ça peut marcher. Et alors d'un autre côté, pour toujours théoriser un peu, alors le sourire c'est fort, ça touche l'humain, et de l'autre côté, qu'est-ce qui touche l'humain au maximum? C'est peut-être la peur, donc c'est peut-être la frousse, donc c'est le cauchemar. Alors dans le cinéma il y a une fonction, on est comme, quand on regarde un film, on est comme dans un rêve. Hein?
Oui, oui. Tu es d'accord? Jusque-là. Bon. Eh bien, donc, ce rêve, et ce qui est le plus fort dans un rêve, ce dont on se souvient le mieux, c'est la chute sans fin, c'est la poursuite sur laquelle on se réveille. Donc, c'est le cauchemar. Et alors, c'est un peu théorique, mais j'ai organisé certains films autour de cette idée. C'est-à-dire, bon, c'est peut-être du cinéma fantastique, il y en a un, c'est peut-être... mais c'est l'image cauchemar, celle qui frappe, celle qui marque. Je vais voir s'il arrive, hein.